proposer pour cette vidéo une contre-proposition de la fameuse loi travail, et donc celle-ci sera proposée par le CNC. Cette vidéo n'a pas la vocation de vous expliquer ce qu'est le Conseil national des citoyens. Vous trouverez toutes les infos nécessaires sur notre page Facebook. Par contre, elle a pour but de vous montrer que l'on peut mettre l'intelligence collective à l'ouvrage lorsqu'un problème se pose. En effet, cette contre-proposition de projet de loi travail émane de notre commission économique suite à la proposition d'un membre d'un autre groupe. La volonté à terme du CNC est de soumettre ces propositions à référendum. Nous n'avons évidemment pas ce pouvoir, mais l'accueil que vous ferez à cette vidéo symbolisera ce référendum. Nous commencerons par cette citation d'un internaute anonyme. Si nous parlons de sécurité de revenus ou de garantie de salaire, nous supprimons tout obstacle à la flexibilité de l'emploi ainsi que tout intérêt à la sécurité de l'emploi. Le premier constat que nous pouvons faire, c'est que nous sommes dans un système où des gens font des burn-out alors que des chômeurs se suicident, les gens travaillent pour nous nourrir et ne dégagent que très peu de revenus. Des travailleurs brutalisent d'autres travailleurs, soi-disant mieux lotis qu'eux. Des jeunes meurent de froid dans la rue, à 2 pas des logements vides. Des gens qui ont travaillé toute leur vie n'ont plus les moyens de se loger ou de se chauffer. Des projets d'utilité collective et d'urgence environnementale ne peuvent être réalisés alors que la main-d'œuvre compétente est au chômage. Des entreprises réalisent des bénéfices, le licenciement, alors que d'autres rencontrent des difficultés économiques et n'ont pas la liberté de s'adapter. Il est tout à fait compréhensible que les entreprises n'ont pas vocation à conserver des salariés si leur carnet de commandes se vide. Pas plus que des salariés n'ont intérêt à rester dans une entreprise à attendre que le temps passe juste pour faire leurs heures. Mais la résolution des problèmes de l'un ne doit pas se faire au détriment de la sécurité de l'autre. Vous allez voir dans la proposition que nous allons faire qu'il est tout à fait possible de préserver les intérêts de chacun. Évidemment, cette proposition, qui ne tient qu'en 2 pages, ne constitue qu'une piste novatrice de réflexion, et nous ne prétendons pas que le travail soit terminé, loin de là. Par contre, nous vous invitons à visionner cette vidéo jusqu'au bout, car le système ne peut se concevoir que dans son ensemble. Lorsque nous vous proposerons de travailler moins, vous aurez naturellement tendance à vous demander comment pourrez-vous vous en sortir si le taux horaire est conservé. Mais vous verrez que ce n'est pas le cas. En ce qui concerne le temps de travail, premier constat. Dans une société aboutie qui nous interdit de miser sur la croissance et dans un contexte d'automatisation du travail, le temps de travail moyen ne peut que diminuer. D'ailleurs, quand on annonce comme une bonne nouvelle une baisse de 20 000 chômeurs de catégorie A, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que 20 000 personnes de plus ont travaillé au moins 1 heure sur un mois. Mais il est tout à fait possible que des millions de personnes aient travaillé 10 heures de moins. Le seul chiffre cohérent pour indiquer l'état du marché du travail est le temps de travail moyen par actif. Je crois que nous sommes nombreux à nous demander comment des gouvernants peuvent imaginer que de repousser l'âge de la retraite, alors que 50% des seniors sont au chômage, ou augmenter le temps de travail hebdomadaire peut favoriser les embauches. Quand il n'y a que 10 parts dans un gâteau pour 11 personnes, on ne fait pas 9 parts plus grosses. Les entreprises demandent plus de flexibilité, c'est légitime. Mais soyons conscients que cette flexibilité, elles l'ont déjà. Elles ont la modulation depuis le passage aux 35 heures, d'ailleurs proposé au patron de revenir sur les 35 heures, mais également sur l'annualisation du temps de travail obtenu. Et en même temps, vous allez voir que le discours va changer. Elles ont la possibilité de faire appel à l'intérim, au CDD, ou d'embaucher des personnes par le biais de regroupements d'entreprises. Donc, ce que veulent surtout ces entreprises, c'est que la flexibilité leur coûte le moins cher possible.
Force est de constater que nous sommes le seul système social où le temps de travail est fixe. Dans une société dite primitive, une association de familles, tout le monde fait sa part lorsqu'il y a des tâches à accomplir et tout le monde se repose lorsque le travail est terminé. Quand maman a fini la vaisselle, papa ne repasse pas avec la bouteille de ketchup parce qu'il faut absolument qu'elle fasse ses heures de ménage. Nous sommes assez cons pour jeter des voitures en parfait état de marche. Et pourquoi? Pour que les employés de chez Renault travaillent 35 heures par semaine. C'est important. Mais on s'en fout qu'ils travaillent 35 heures par semaine. Si nous avons suffisamment de voitures au bout de 30 heures, ils méritent sa paye et son repos. Mais voilà, le temps de travail n'est pas fixe. Le temps de travail moyen est défini par 5 variables. Le volume de ressources naturelles à transformer, les besoins en termes de consommation de produits finis, le nombre d'actifs, l'efficacité des systèmes de production, la réglementation. À l'heure où certains parlent de 35 heures, 39 heures, 32 heures, il n'y a aucune raison que la durée légale du travail soit fixe. Proposition. Nous proposons, dans la mise en place du partage des emplois et du temps de travail évolutif, seule vraie mesure pour obtenir le plein emploi, le temps de travail nécessaire à la production suffisante pour couvrir les besoins de chacun et sera divisé par le nombre d'actifs et annualisé. Ce temps de travail sera plafonné à 30 heures hebdomadaires et s'adaptera à chaque évolution de notre société. Cette moyenne sera pondérée par des choix individuels de travailler plus pour améliorer son niveau de vie ou de travailler moins en bonne cigale. Il est intéressant de constater que dans un tel système, l'augmentation du temps de travail d'une seule heure de travail hebdomadaire pour 30 millions d'actifs permettra de dégager 1,5 milliard d'heures de travail annuel en vue de réaliser des projets d'utilité collective, transition énergétique par exemple. Par contre, il est clair que le principe de temps de travail évolutif risque de prendre la rémunération irrégulière. Vous aurez dû vous dire, mais comment vit-on si nous travaillons moins de 30 heures par semaine au SMIC? Il est temps d'aborder la question de la rémunération. La rémunération, le constat, la quasi-totalité des citoyens de notre pays bénéficient déjà de l'accès aux richesses indispensables, ce qui veut dire que toutes les richesses nécessaires sont produites. Si certains vivent dans la précarité, c'est que la répartition de ces richesses est inéquitable. Si le PIB moyen est de 32 500 € par personne, enfants compris, il est clair que nous sommes nombreux à toucher moins que notre part. Une famille de 5 personnes, dont les 2 parents travaillent au SMIC, n'a clairement pas un pouvoir d'achat de 160 000 € par an, même si nous prenons en compte l'éducation et l'accès aux soins. Par contre, il paraît qu'il y a une personne en France qui gagne 10 000 € par minute. Une douche et 2 ans de SMIC. Le système de rémunération doit garantir une juste répartition des richesses produites. Proposition. Nous proposons que la rémunération se fasse sous 2 formes. Une rémunération à la mission sur les tâches accomplies, quel que soit le temps mis pour les effectuer, un revenu de base équivalent à un niveau de vie comprenant le logement, la nourriture, l'accès aux soins, à l'éducation, au transport et aux communications, et indexé sur le coût de la vie dans chaque région. Afin de réguler l'augmentation des prix sous la pression de l'offre et de la demande, en présence de fortunes trop élevées, un revenu plafond sera fixé à 5 fois le revenu minimum. Le licenciement, indemnité prud'homale. Constat. Il n'est pas cohérent que les entreprises soient obligées de conserver des effectifs qui ne correspondent pas à leur carnet de commandes. Tout licenciement, quelle qu'en soit la cause, est un acte humiliant pour le salarié et les licenciements mal à propos sont à sanctionner.
Le chef d'entreprise n'est pas un juriste et peut commettre des erreurs de procédure. Il ne doit pas pour ça risquer de voir remis en cause des années de travail et un droit à l'erreur doit être pris en compte. Il est tout à fait cohérent, dans un système où le plein emploi est assuré, de permettre à une entreprise de se séparer d'un ou plusieurs salariés en cas de baisse d'activité. En cas de reprise d'activité, le salarié licencié reste prioritaire sur le poste initialement occupé par le salarié et l'ancienneté initiaux, que ce soit dans l'entreprise même ou dans les entreprises du même groupe. Le salarié conserve son salaire pendant 3 ans et est prioritaire sur les formations par rapport à des bénéficiaires en activité. Le maintien de salaire est bien évidemment assuré par cotisation. Ce sont simplement des cotisations chômage qui n'auront plus lieu d'être, qui seront affectées à cet effet. En cas de licenciement non justifié, les indemnités seront progressives et en cas de récidive. Cela permettra d'autoriser le droit à l'erreur et de sanctionner les abus, afin d'assurer une égalité d'indemnité entre le premier et le xème salarié licencié, injustement par la même entreprise. Les indemnités seront versées à une caisse qui lissera la répartition entre les bénéficiaires. Les indemnités seront indexées sur l'effectif de l'entreprise et son chiffre d'affaires. La localisation. Constat, pour des raisons bêtement économiques et de rentabilité, des régions importent des produits qu'elles ont les capacités de produire elles-mêmes en termes de main-d'œuvre et de compétences. Cela se fait au détriment de l'emploi local et à coût de pollution du fait des transports. Des entreprises locales sont mises en concurrence avec des entreprises étrangères soumises à une réglementation moins onéreuse en termes de revenus minimum, de prestations sociales et de normes de production. Les incitations financières, bonus, malus, utilisées jusqu'à maintenant n'ont pour conséquence que d'augmenter la pression sur les coûts de production et de transport. Proposition. Interdire à une région d'importer les marchandises qu'elles ne sont pas capables de produire. Les importations seront donc autorisées en cas d'incapacité de répondre totalement ou partiellement à la demande locale. Les entreprises autorisées à importer dans ces régions devront appliquer les mêmes règles de production de salaire, de protection sociale que les entreprises locales. Voilà donc en 2 pages la réforme du Code du travail qui répond aux objectifs de flexibilité des entreprises tout en garantissant un niveau de vie digne aux employés. Comme quoi, quand on veut, si vous avez d'autres idées concernant le Code du travail ou tout autre sujet, démocratie, écologie, énergie, n'hésitez pas à venir les soumettre au sein d'une de nos commissions.